Martinique Actualité. Le remaniement ministériel attendu depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, est intervenu aujourd'hui, jeudi 20 juillet. Comme nous vous l'avions laissé entendre, Jean-François Carenco n'est plus ministre délégué aux Outre-mer. Il est remplacé par Philippe Vigier. Philippe Vigier est député d'Eure-et-Loir. Il appartient au MoDem et il est député depuis 2007. À première vue, il n'a aucune attache ou compétences particulières concernant les Outre-mer. L'inauguration de l'épicerie sociale Grandiri a eu lieu le 19 juillet au François. Cette épicerie sociale fait partie des dispositifs que nous mettons en place pour venir en aide aux personnes fragiles, à celles qui ont faim en silence. Ce sont les mots d'Henri Paquet, adjoint au maire chargé des relations sociales. Confronté à la question de l'alimentation, toujours plus problématique pour certaines populations, la ville du François a mis en place cette nouvelle structure située au centre-ville, rue François Arago. Elle permet d'apporter aux franciscains une aide alimentaire considérable puisque les produits y sont vendus 50 à 70% moins cher que dans les magasins traditionnels. Des armoires réfrigérées et un étal de fruits et légumes frais montrent en outre la diversité des aliments proposés. Les personnes éligibles doivent avant tout avoir un projet de gestion financière et familiale évalué par des assistantes sociales qui les orientent vers ce dispositif solidaire. Il s'agit non seulement de bénéficiaires de minima sociaux, mais aussi de personnes qui travaillent et qui pourtant sont de plus en plus démunies. L'opération a coûté environ 180 000 €. Une aide a été versée par la CAF pour l'investissement à hauteur de 80% et une autre pour le fonctionnement à hauteur de 50%. C'est le CCAS qui assure la gestion de ce service municipal et la SMHLM qui a mis à disposition les locaux. La NDES est également partenaire de l'opération. Le maire du François a indiqué que cette épicerie sociale s'inscrit dans le cadre de la politique sociale mise en œuvre par la ville depuis 2020. Samuel Tavernier a également précisé que 70 personnes ont déjà recours au portage de repas à domicile lancé récemment. D'autres projets viendront compléter l'offre sociale de la commune, tels que le taxi social ou encore le futur parc intergénérationnel du Mol. SOS Maternité organise actuellement un stage à l'intention des mineures enceintes. L'association observe en effet que nombreuses sont les jeunes filles dans cette situation qui fument de la drogue, des cigarettes ou boivent trop d'alcool. Il s'agit de leur expliquer que cela a une répercussion sur l'enfant qu'elles portent et donc de les inciter à abandonner ces pratiques. Lucien Salibert, le président de l'Assemblée de Martinique, se dit, tout comme Serge Letchimy, satisfait des annonces faites à l'issue du SIOM. Les deux hommes disent qu'il convient maintenant d'être attentif à la mise en pratique des préconisations du gouvernement. L'expression de la colère de certaines catégories de la population, sous forme d'émeutes parfois, comme ça a été le cas récemment, mérite d'être interrogée. Les premiers travaux scientifiques analysant la situation des banlieues remontent aux années 1980. Beaucoup d'entre eux ont tiré le signal d'alarme sur la situation sociale et économique des quartiers populaires, la discrimination, la fragilisation du tissu associatif de plus en plus étroitement encadré, voire réprimé, et disposant de moins en moins de moyens financiers. Malheureusement, la plupart de ces travaux n'ont pas été pris en compte par les politiques publiques ni de gauche ni de droite.
Malgré tout, on voit dans les années 1980 émerger des associations de jeunes dont les membres sont majoritairement des descendants de l'immigration post-coloniale. Désireux de plus d'égalité, ils cherchent à lutter contre les discriminations, mais ils ne peuvent l'afficher trop ouvertement sous peine de sanctions. Ainsi, dès le début des années 1990, on leur reproche une dérive ethnique. Pourtant, si ces associations sont majoritairement composées de minorités ethno-raciales, c'est tout simplement parce qu'elles sont à l'image des populations très diverses des quartiers. L'expérience commune à ces jeunes, c'est la stigmatisation territoriale, la discrimination raciale et la force des inégalités sociales. Par ailleurs, la religion a aussi joué un rôle important dans leur éducation, qu'ils soient, comme la plupart, musulmans ou bien évangélistes. Ils vivent dans un pays développé et donc riche, mais ils ont le sentiment de se retrouver exclus du mode de vie de ce qu'ils perçoivent des classes moyennes. Ils n'ont pas l'impression que la devise républicaine liberté, égalité, fraternité s'applique à eux. À leurs yeux, les dés sont pipés dès l'école. Cette dernière est perçue comme l'institution qui, à travers les diplômes qu'elle délivre, instaure une compétition économique dont ils se retrouvent exclus. Beaucoup d'institutions d'encadrement sont considérées au mieux comme inefficaces, au pire comme hostiles. La défiance à l'égard des politiques qui n'est pas propre aux banlieues y est peut-être plus exacerbée qu'ailleurs. Depuis 3 générations, les jeunes des banlieues sont encore et encore confrontés aux mêmes problèmes économiques et sociaux. La question sociale et les discriminations ethniques apparaissent toujours tabous ou délicates à traiter pour les politiciens de premier plan. Il n'y a pas de prise en compte du malaise exprimé par les jeunes. Les seules réponses sont répressives. Les travaux des sociologues ne sont pas véritablement relayés par les politiques, ni de gauche ni de droite. Pourtant, nombre de jeunes des quartiers populaires s'intéressent à la politique, que ce soit au niveau local, national ou international. Mais ils ont le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas être représentés. Personne ne se met à leur place, ne cherche à comprendre leur point de vue. D'un autre côté, on assiste à une montée de l'extrême droite dont les idées, de plus en plus relayées par les médias, rendent le processus de racisation encore plus violent qu'il ne l'était. Les jeunes ont ainsi l'impression de subir une double violence, celle qui est véhiculée par les discours stigmatisants tenus à leurs propos par des gens qui en ont fait leur fonds de commerce, et celle qu'exercent sur eux des institutions indifférentes à leurs problèmes, mais promptes à les contrôler ou à les punir. Aujourd'hui, même si la violence ne peut être cautionnée, quand des jeunes s'attaquent aux bâtiments institutionnels, ils reposent aussi la question de leur participation à la société et de leur reconnaissance. La dernière note de conjoncture de l'INSEE indique qu'en Martinique, au premier trimestre 2023, l'effectif salarié reste stable. L'intérim est en recul pour le deuxième trimestre consécutif. Les créations d'entreprises sont moins nombreuses et le taux de chômage repart à la hausse. La demande d'emploi continue de baisser pendant que le secteur du tourisme tire son épingle du jeu. Avec 38 mesures nouvelles sur la sécurité routière qui allègent la répression ou l'aggravent, la Première ministre Elisabeth Borne tente un jeu d'équilibre qui devrait faire consensus. Ces mesures, issues de divers arbitrages entre ministères, portent sur des comportements particulièrement dangereux liés à l'alcool, mais aussi aux stupéfiants. Si le fléau de la drogue est pris en compte depuis déjà plusieurs années, il se situe désormais au même niveau de préoccupation que l'alcool. Conduire en ayant consommé des substances illicites entraînera désormais la perte de 8 points au lieu de 6, en plus des autres peines principales infligées comme l'emprisonnement ou des amendes. Le véhicule sera systématiquement immobilisé et confisqué.
Toute conduite sous emprise de stupéfiants ou d'alcool entraînera quant à elle la suspension obligatoire du permis de conduire par le préfet, une mesure qui était jusqu'alors facultative. En revanche, les petits excès de vitesse de moins de 5 km/h qui resteront punis d'une amende de 135 € ne provoqueront plus la perte d'un point. Une réforme qui réjouit les usagers et qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Et à ce nouvel ensemble de règles s'ajoute celle qui porte sur l'homicide involontaire, rebaptisé homicide routier. Les peines encourues restent inchangées, 5 ans de prison pour un homicide routier simple et 10 ans pour le même délit commis avec des circonstances aggravantes telles que l'usage de la drogue, de l'alcool ou encore des excès de vitesse. Attendue par nombre d'associations, cette appellation efface le terme involontaire qui heurtait les victimes. En parallèle de ces mesures qui entreront progressivement en vigueur, d'autres ont été annoncées. Parmi elles, la possibilité de suspendre le permis en cas de suspicion d'inaptitude à la conduite avant un passage devant une commission médicale agréée. Notons que les usagers du 3e âge sont ciblés, tout comme les plus jeunes. En matière d'éducation et pour tenir compte d'un permis que l'on pourra bientôt obtenir dès 17 ans, l'enseignement de la sécurité routière va être renforcé à l'école. Des mesures de simplification ont aussi été annoncées. À compter du 1er avril 2024, ce sera la fin de la vignette d'assurance. Les contrôles ne se feront plus avec ce document vert, mais à partir d'un fichier alimenté par les assureurs. Et c'est demain, vendredi 21 juillet, que commence à l'hôtel Valmenière le casting pour sélectionner les candidates à l'élection de Miss Beauté Noire. La sélection définitive aura lieu le mercredi 9 août. Les inscriptions sont possibles en ligne. Cette élection existe depuis 38 ans. Rappelons que cette élection n'a rien à voir avec celle de Miss Martinique. La délégation sénatoriale aux Outre-mer, présidée par Stéphane Artano, RDSE Saint-Pierre et Miquelon, se réjouit que le comité interministériel des Outre-mer, SIOM 2023, se soit enfin tenu après plusieurs reports. Elle observe que de nombreuses mesures présentées par la Première ministre font directement écho à ses propres travaux, en particulier en matière de logement, de développement régional, de foncier, de risques naturels, de gestion des déchets ou de soutien à la parentalité. S'agissant de la continuité territoriale, la délégation se félicite notamment de la reprise de ces recommandations en faveur d'un assouplissement des conditions de ressources pour bénéficier des aides, d'un second aller-retour pour les étudiants en première année, de l'avance des frais pour la continuité funéraire et des aides pour la mobilité des actifs et porteurs de projets. Toutefois, ce catalogue, précise la délégation sénatoriale aux Outre-mer, devra être jugé à l'aune de la révolution des méthodes de travail de l'État et de sa capacité à co-construire les politiques publiques avec les collectivités ultramarines que la délégation a appelé de ses vœux dans un récent rapport, tout en notant l'engagement de garantir un environnement normatif adapté aux spécificités des Outre-mer. Le chantier de l'adaptation des normes est juste esquissé et celui de la déconcentration de l'État outre-mer esquivé. La délégation affirme qu'elle sera attentive à la mise en œuvre effective de ces annonces. Elle donne rendez-vous en 2024 pour un bilan d'étape du SIOM. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.